Bon allez, arrête les conneries. C'est parti pour la critique de Jurassic World. Et on est parti donc pour une petite critique du dernier Jurassic World Dominion. Alors moi je veux dire Dominion parce que je trouve que en français le monde d'après, je trouve ça un petit peu long. Je préfère dire Dominion. Donc voilà, comme ça c'est fixé dès le début. Bref, conclusion de la saga Jurassic Park démarrée en 93. Après donc c'est le 6e film et je dois dire que on aurait pu avoir un petit peu mieux comme fin, il y a un petit coup de déçu quand même. Allez, comme d'habitude, je vais faire une petite partie sans spoil et une partie avec spoil. Pour la partie sans spoil, je considère quand même que vous avez vu au moins les bandes annonces, trailers, quelques petites images, etc. Car je vais essayer de rebondir au moins un minimum dessus. Pour ceux qui connaissent pas, non sérieux, il y en a, c'est tiré à la base d'un roman de Michael Crichton, donc Jurassic Park, dont Steven Spielberg était tombé amoureux et a dit « Ah mais il faut absolument que j'adapte ce livre en film », avec le succès qu'on lui a connu évidemment. Puis sa suite, Le Monde Perdu, tiré également d'un roman donc, de Michael Crichton, et je crois que c'est les deux seuls romans qu'il a écrits. Tout le reste de la saga Jurassic Park a été écrit par des scénaristes et autres, peut-être avec une petite aide de Michael Crichton de loin, mais c'est pas tiré de roman. Voilà, seuls les deux premiers le sont. Quel est mon ressenti général sur ce qu'il en ressort de ce 6e film de Dominion? C'est une chose importante dans Jurassic Park, c'est la magie. On l'avait particulièrement dans le premier Jurassic Park, je veux dire, c'est la découverte des dinosaures, c'est tout le monde est waouh, tout le monde, c'est extraordinaire, voilà, même dans le deuxième, dans Le Monde Perdu, dans la scène par exemple, ne serait-ce que la scène des stégosaures, je veux dire, oh les stégosaures, c'est beau, c'est magnifique, avec la petite ironie bien sûr de Malcolm qui nous fait oui, ah, oh, ça commence toujours comme ça, après viennent les hurlements et les sauf qui peut, mais bref, il y a cette dose de magie très présente dans Jurassic Park, également dans Jurassic World, le premier c'était extraordinaire, je veux dire, toute la première partie du film jusqu'à l'accident, où tu as la présentation de ce parc Jurassic World qui fonctionne avec ces dinosaures, la musique, mais putain ça me mettait des frissons et les larmes aux yeux quoi. C'est ça la magie Jurassic Park, la magie des dinosaures, cet effet waouh, cet effet ah. Et je dois dire, dans Dominion, c'est zéro. Cet aspect magie a complètement disparu. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui va profondément, à mon sens, plomber le film. C'est qu'il manque cette magie. Alors à côté, par contre, ils nous ont fait un film purement action, horreur, enfin horreur, oui, film de monstres habituel, enfin c'est du Jurassic Park quoi, donc il y a toujours les dinosaures considérés comme des monstres qui veulent vous becter, hein, ça a été dans tous les films. Donc ce côté horreur monstre est toujours très présent. Côté action, ça va très vite, il y a beaucoup de trucs dès le début, ok. Mais c'est un peu que ça. Et il me manque cette magie Jurassic Park. Et ça c'est très dommage. Il y a un point très important que j'aimerais aborder aussi. C'est pas du spoil parce que c'est absolument pas présent dans le film. Par contre, c'est quelque chose qui me marque depuis le dernier, depuis Fallen Kingdom. Et je me dis, mais merde, ils ont complètement oublié ce truc-là. C'est quoi? C'est la solution lysine. C'est quelque chose qui est expliqué dès le premier Jurassic Park, quand il y a la visite des VIP qui leur demande « Mais comment vous faites pour éviter que les dinosaures ne se répandent dans la nature ?» Et le professeur Wu leur répond c'est simple, il y a la solution lysine, c'est-à-dire qu'on crée les dinosaures volontairement déficients en lysine, qui est un acide aminé indispensable pour la synthèse des protéines, et on leur donne ce complément de lysine dans leur nourriture. Très bien. Ce qui fait que si les dinosaures partent dans la nature, avec ce manque de lysine, ils finissent par mourir. Ok, système de sécurité imparable. Très bien. Dans le 2, dans Le Monde Perdu, quand ils se posent la question, mais pourquoi justement sur Isla Sorna ils ont survécu? C'est pour ça qu'il envoie aussi une expédition à Mande.
dès le début, la fille nous dit oui, c'est parce que finalement il y a ces plantes de cette île sont relativement riches en lysine, ce qui fait que les dinosaures herbivores mangent les plantes, donc ils ont de la lysine, et les carnivores mangent les herbivores, donc ils ont de la lysine et survivent. Ok, admettons, ça marche sur cette île, pas de souci, cette île est riche en lysine. Par contre, si les plantes du monde entier sont riches en lysine, quel est l'intérêt de cette solution lysine? C'est que c'est complètement débile alors du coup, ça marche pas. Si n'importe quel dinosaure va dans n'importe quelle forêt, il mange une plante et il a sa complément de lysine qui lui évite de mourir, cette solution est bidon. Ou c'est simplement qu'ils ont oublié de prendre en compte cette solution lysine des Fallen Kingdom. Et je pense plutôt vers ce truc-là. Déjà ça m'avait choqué, hein. Dès la fin de Fallen Kingdom, quand ça y est, les dinosaures partent dans la nature, je dis ouais mais non, ils sont pas censés survivre en fait. Non. Donc ils continuent là dans ce film-là, dans cette optique-là. Les dinosaures ont survécu, tout va bien. Je vais pas en dire plus. Je détaillerai dans la partie spoiler. Mais voilà. Cette histoire de solution lysine, ça me titille. Ça part d'une bonne idée, hein, le fait de mettre des dinosaures dans le monde qui interagissent avec les humains. De toute façon, il y avait tous les petits spots télé et les petits courts-métrages qui sont sortis entre les deux films pour faire un petit peu le lien entre les deux, qui sont pas dans le film, hein, où il y a juste 2-3 images. Mais donc, si vous voulez voir ces petits spots télé, ces petits courts-métrages, notamment il y a une attaque de caravane par exemple dans un camping par un grand théropode. Tout ça, c'est des trucs à voir à part du film, en fait. Donc cette interaction humain-dinosaure, c'est intéressant. Un peu tout le monde a toujours fantasmé à se dire « Ah, que serait le monde s'il y avait 10 dinosaures ?» Donc ça part d'une idée originale, enfin, sympa. On a envie de savoir ça, c'est intéressant. Sauf que dans le film, ils vont pas l'utiliser, en fait. Et ça, c'est très très dommage. Enfin, pas assez. Sans rentrer dans les détails aussi également, je dirais plutôt dans la partie spoiler, il y a aussi une grosse sensation de réchauffer. Il n'y a rien de neuf, il y a même des scènes qui sont limite calquées. Oui, peut-être comme des hommages, mais ça devient tellement gros, tellement copie que... voilà, c'est pas neuf, c'est réchauffé. T'as vraiment l'impression de bouffer un Jurassic Park qui a été réchauffé au micro-ondes, et puis... ouais, c'est beaucoup moins bon quand même. Hein. Enfin, un petit point sur le réalisme de certains dinosaures. Pareil, je ne veux pas tous les dire ici, mais juste 2-3, parce qu'on les voit dans la bande-annonce. On voit notamment un dinosaure à plumes, qui est le Pyroraptor. Alors le Pyroraptor, donc c'est un nouveau raptor. Hein. Raptor, c'est un peu le mot qui a été popularisé depuis justement le premier Jurassic Park. Le vrai nom de cette famille de dinosaures, c'est les Dromaeosauridae. Dromaeosauridae, donc le Velociraptor, qui est tiré du droméosaure. C'est le premier qui forme cette famille. Et donc là, on a un nouveau, c'est le Pyroraptor. Et le Pyroraptor, il a été découvert, alors son nom complet, c'est Pyroraptor Olympius, parce qu'il a été découvert au pied du mont Olympe. Non pas le mont Olympe en Grèce, mais le mont Olympe dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin de Marseille. Donc c'est un dinosaure français. Ouais. Donc voilà, c'est un raptor français, sauf que habitude des Jurassic Park, on grossit toujours les dinosaures plus que la réalité, et le Pyroraptor réel était beaucoup plus petit que ça, hein. C'était un poulet, bon un gros poulet, il faisait 60 cm de haut, le Pyroraptor d'origine, enfin le vrai. Là ils nous ont fait un Pyroraptor qui nous fait un bon 1m80 quand même à peu près, hein. C'est déjà du bon bestiau, hein. Allez, 3 fois plus gros, c'est pas grave. Mais en tout cas, si je parle de lui, c'est surtout pour le fait qu'ils lui ont mis enfin des plumes. Et ça c'est cool, parce que depuis le premier Jurassic Park, on met l'accent sur le fait que les dinosaures sont beaucoup plus proches des oiseaux que des reptiles. Et ce qui est particulièrement vrai pour les théropodes, et en particulier encore plus pour les petits théropodes comme les Dromaeosauridae, dont on suppose très fortement, et c'est même maintenant sûr, on a des preuves fossiles, qu'ils avaient des plumes. Et donc là, ils nous ont fait un très beau Pyroraptor couvert de plumes, avec une apparence probablement très proche de ce que c'était en réalité. Donc super à ce niveau-là. Par contre, à côté de ces efforts de nous mettre dans le film quelques dinosaures à plumes, pour aller dans le sens de la réalité historique,
Et ils nous mettent à côté quelques clichés éculés, honteux, notamment cette image de sauropode dans un lac qui va brouter des algues. Mais non, cette image de sauropodes, donc les diplodocus et compagnie, là, les grands longs coups, dans des lacs, c'est des théories qui remontent au 19e siècle, à la découverte de ces dinosaures gigantesques. On se disait, ah, ils doivent être tellement lourds, tellement trop gros que pour pouvoir soutenir leur poids, ils devaient vivre probablement dans l'eau, dans des milieux lacustres pour soulever leur poids et se nourrir de plantes au bord du lac ou d'algues au fond de l'eau. Voilà, ça c'était les théories du 19e siècle. Putain, nous mettez pas ça dans le film alors qu'à côté on nous met des dinosaures à plumes comme c'était le cas. Nous sortez pas des clichés datés du 19e siècle. Pourquoi vous faites ça? Ok, ça fait une belle image, c'est joli. Mais putain... Alors je dis pas que les sauropodes ne prenaient jamais de bain et qu'ils avaient pas le droit d'aller dans des lacs. Peut-être qu'ils le faisaient pour aller boire, pour aller se rafraîchir, j'en sais rien, on s'en fout. C'est possible. Mais là, tel que c'est présenté, c'est vraiment sortir le cliché tel qu'on l'avait sur les vieilles gravures du 19e, quoi. C'est... Bon, c'est du détail, mais c'est chiant. Je suis chiant parce que j'adore les dinosaures et j'adore la paléontologie, donc je vais être pointilleux là-dessus. Allez, passons tout de suite à la partie spoil. Donc si vous regardez cette partie, je considère que c'est parce que vous avez vu le film. Sinon, c'est dommage pour vous, ou c'est que vous en foutez et vous voulez juste mon avis comme ça sur quelques détails de quelques scènes ou quelques dinosaures. Alors, quel est le speech? Alors, le speech, le film se passe 4 ans après Fallen Kingdom. Et on a donc les dinosaures qui sont répandus dans la nature, mais genre bien répandus, c'est-à-dire partout sur la planète. En 4 ans. Ça déjà je trouve ça méga rapide. Je veux dire, même en admettant que les dinosaures se reproduisent, encore une fois, ce qui n'est pas censé être le cas, hein, c'est censé être que des femelles, mais ADN génétiquement modifié, des grenouilles, gna gna gna, ok, ils s'auto-reproduisent, ils se clonent, ce qu'on veut, ok, il y a des petits. Et ils se répandent partout dans le monde. Mais quand même, 4 ans, tu fais combien de générations de dinosaures en 4 ans? Je veux dire, j'en sais rien, on sait pas quelle a été la maturité sexuelle d'un dinosaure, mais 4 ans, au pire, t'as pas plus de 2 générations, quoi. Enfin, celle de base, un petit et un deuxième petit, des premiers. Tu peux pas aller au-delà de ça. En 4 ans, c'est pas possible. Bref, on a des dinosaures partout. Et on a une introduction qui nous présente ça. Il y a divers accidents à travers le monde à cause de l'interaction entre les dinosaures et les humains. Ils attaquent à divers endroits, et te remontrent quelques petites morceaux de vidéos de ces spots TV et de ces courts-métrages qu'il y a eu entre deux films, et te remontrent quelques petits bouts. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne façon d'aborder ce côté d'univers avec des dinosaures. C'était cool. Sauf qu'en fait, après, ils s'en écartent complètement, ils partent sur une autre trame, où t'as d'un coup ce qu'ils disent des sauterelles géantes qui attaquent des champs et qui dévorent les champs. Alors déjà une chose, ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des criquets. Une sauterelle, c'est solitaire, ça ne vole pas, et ça a des antennes. Un criquet, ça n'a pas d'antenne, enfin pas aussi long en tout cas, c'est grégaire, ça vit en groupe, et ça vole. Donc, tout ce qui est nuée de grosses sauterelles qui ravagent des cultures, ce sont des criquets, au point de vue biologique. Maintenant, c'est vrai, dans la vie courante, dans le vocabulaire courant, on a tendance à parler des gros criquets comme étant des sauterelles. Mais biologiquement parlant, c'est faux. Ce sont des criquets. Bref, on a des criquets géants, mais genre des mastodontes, quoi, qui font 25-30 cm. Les trucs, ils font bien flipper, quoi. Qui ravagent des cultures. Ça peut être dramatique pour la planète, puisque ces machins-là, ils vont dévorer toute la bouffe du monde entier. Et on apprend que c'est Biocine Genetics qui les a créés, évidemment pour se faire du flouze, hein, pour vendre leurs graines à eux, qui sont immunisées aux attaques des criquets. À la base, c'est ça. Et on a Ellie Sattler qui va chercher Alan Grant pour avoir de l'aide. Bon, ça c'était un petit peu artificiel, le côté je vais chercher mon ancien pote pour avoir un témoin pendant que je vais aller voler des échantillons. Bon, soit. Mais bon, ça fait plaisir de les revoir en tout cas. Mais voilà, on part sur cette trame davantage de criquets plutôt que de problèmes d'écologie de dinosaures. Alors que dans la bande-annonce, on te fait clairement cette phrase: on a déclenché une catastrophe écologique, en pensant
que c'est parce que les dinosaures sont dans la nature et qu'ils vont, ils vont tout défoncer les écosystèmes, quoi. C'est normal, c'est normal, c'est normal, ils vont complètement tout bouleverser. Et en fait, non, cette phrase dans le film, elle désigne les criquets, qui effectivement, c'est effectivement un impact écologique énorme et qui vont ravager les cultures. Mais c'est plus les dinosaures, c'est dommage. Donc qui a créé Biosyn Genetics? Alors savoir, ça date du premier Jurassic Park. C'est Lewis Dodgson qu'on voit dans une scène avec là où il rencontre Nedry pour la bombe de mousse à raser qu'on revoit d'ailleurs dans le film. Cette scène-là. Ne dites pas mon nom. Dodgson! Dodgson est parmi nous! Dodgson est là! Voilà. Donc c'est lui. Alors je sais pas si c'est le même acteur. Je l'ai pas reconnu. Faut dire, dans Jurassic Park, on le voit très peu. Il a des lunettes de soleil, il a un chapeau, un peu comme moi là. Je garde le chapeau pour la critique parce que je fais comme Alan Grant. Voilà, je garde mon chapeau. Donc là, forcément, on ne me reconnaît pas. Si, c'est moi, regardez. Bref. Donc j'ai du mal à reconnaître l'acteur, si c'est exactement le même ou si c'est un autre. Ils ont casté quelqu'un d'autre pour prendre le rôle. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est lui, le nouveau grand patron de Biosyn, et le nouveau grand méchant du film, évidemment, hein, qui est un peu débile hein, quand même, un peu con. Bref, en tout cas il a créé une espèce de nouvelle arche à dinosaures dans une vallée un peu isolée, pour mettre à l'abri une bonne partie des dinosaures, enfin une bonne partie. Non, il y en a encore des tas et des tas qui sont dans la nature, plus cette histoire de marché noir, avec cette plateforme de marché noir qui est à Malte. Donc on se doute bien que de toute façon, pour régler le problème dinosaure à travers le monde, c'est loin d'être gagné. Hein. On retrouve évidemment notre couple issu de Jurassic World, avec Bryce Dallas Howard, qui est toujours magnifique. Je veux dire, c'est une superbe rousse, moi je la trouve très très belle. Et qui du coup ont pris sur leur aile la petite fille de Fallen Kingdom, qui a maintenant 4 ans de plus, qui est une ado, et qui sait, elle sait que c'est une clone. Donc je vous dis pas, elle est complexe. Je suis une ado, mais en plus je suis une clone, quoi. C'est trop la loose. Moi j'exagère. Non, elle est adorable. J'adore ce personnage. La petite fille est super mignonne. Donc non, très très bon point. Bref, elle se fait capturer par ceux qui recherchent cette petite fille. Biosyn, hein, ils la cherchent tout simplement, toujours eux, c'est toujours eux les méchants. Donc le couple va partir à sa recherche en passant par Malte, etc. Il y a toute une histoire, il y a tout plein de scènes d'action qui se passent à Malte. Donc à Malte on a des nouveaux dinosaures, encore des nouveaux raptors. Donc là je vais en parler ici dans la partie spoil. Les Atrociraptors. Alors, rien que le nom déjà, Atrociraptors, les voleurs atroces, ça fait flipper. Atrociraptor qui existait réellement, également de la famille des Dromaeosauridae, mais également largement grossi pour le film. Encore une fois, les Atrociraptors étaient des gros poulets. Hein, j'exagère, mais c'est encore des bestiaux qui faisaient 1 mètre de haut, quoi, à la base. Il y a beaucoup de Dromaeosauridae qui étaient petits en fait. Même le Vélociraptor hein, était petit. Si on voulait vraiment commencer à attaquer dans du gros Dromaeosauridae, il fallait plutôt aller vers le Deinonychus, qui est effectivement de la taille des raptors du film. Ça, on est plutôt sur du Deinonychus, effectivement. Et si on va aller sur le top du méga Dromaeosauridae, le plus gros qui existe, il faut aller sur l'Uteraptor, qui faisait 9 mètres de long. Alors lui, attention, ça pique. Hein. Lui, oui. Bref, les Atrociraptors qui ont été dressés à attaquer quelqu'un qu'on pointe au laser. Mais là où c'est pas super bien fait dans le film, je trouve, c'est qu'ils attendent pas forcément que le dino voit la cible. J'ai l'impression que, peut-être je me trompe, je sais pas, je vais peut-être le revoir, mais j'ai l'impression que c'est filmé de telle sorte qu'en fait, elle pointe, et qu'importe que le dinosaure y regarde ou pas, c'est bon, il sait que c'est celle-là la cible. Bah non, il faudrait qu'il le voit quand même. Je sais pas, ce côté-là c'était un peu moyen. Et puis même, ce côté, ouais j'ai dressé, je pointe, il attaque, c'était quand même déjà bien abusé. Hein, ça. Bref, séquence d'action, voilà, course-poursuite, moto contre des dinosaures qui te courent après, dans la ville, bon ok. Ensuite, finalement, il se retrouve à aller dans le sanctuaire de Biosyns. Le gros avion se fait attaquer par un Quetzalcoatlus, alors c'est le plus gros ptérosaure qui a existé effectivement, en particulier je crois que c'est le Quetzalcoatlus northropi,
non, ouais, quelque chose comme ça. Sauf qu'ils l'ont quand même exagérément grossi. Faut pas déconner, il fait la taille d'un bimoteur, d'un gros avion, quoi. Alors que oui, ça faisait la taille d'un avion, mais un petit planeur, pas un bimoteur. En fait, comparativement, je vous mets l'image, ça avait la taille d'une girafe. Le Quetzalcoatlus a à peu près la taille similaire d'une girafe en hauteur, si on devait le mettre comme ça, donc à peu près 3 mètres de haut, un peu plus, 3-4 mètres, je sais plus, et une envergure assez large d'un petit peu plus de 10 mètres. Donc c'est grand, évidemment, pour un petit rosaure. Mais la taille d'un bimoteur, faut pas déconner quand même. Bon bref, c'est l'habitude Jurassic Park, on grossit toujours un petit peu tout. Ils atterrissent en catastrophe, Claire, elle, s'éjecte en parachute, elle atterrit dans la forêt, et là arrive une des meilleures scènes du film pour moi, la scène du Therizinosaure. Le Therizinosaure, donc encore un dinosaure où ils ont mis des plumes dessus, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Le Therizinosaure, c'est une famille de dinosaures tout à fait particulière, les Tyrannosauridés, qui est assez récente, a été découverte vraiment beaucoup, il n'y en a même pas beaucoup, il y en a une dizaine dans la famille qui ont été découverts fin 20e siècle, début 21e siècle, c'est tout récent, et le tout premier, le Therizinosaure en lui-même, date des années 50 à peu près. C'est un grand théropode, mais particulier parce que, déjà par ses griffes, un Therizinosaure ça veut dire reptile à faux, donc il a des grandes griffes d'à peu près 70 cm de long. Donc c'est une famille de dinosaures tout à fait particulière parce qu'on suppose que le Therizinosaure était certes un grand théropode, mais un grand théropode a priori herbivore. Alors c'est assez particulier, alors, ce qui n'est pas impossible biologiquement parlant. On a l'exemple du panda, le panda c'est un ursidé, donc la famille des ours, et pourtant il mange des bambous, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, on suppose que le mode alimentaire du Therizinosaure était herbivore. Mais cette scène, comme elle est filmée, elle est flippante. Et ils l'ont super bien rendue. Je trouve que la mise en scène et surtout le sound design qu'ils ont donné à ce dinosaure est extraordinaire. Je veux voir ce film en IMAX juste pour cette scène, pour entendre cette scène où tu as les cris de ce dinosaure qui se répercutent en écho et en son enveloppant tout autour de soi. Mais ça en IMAX, ça doit dépoter de ouf. Cette scène m'a bluffé. J'ai adoré. Alors je sais pas, ils l'ont rendu aveugle. Il a des yeux blancs. Pourquoi pas, je veux dire, ce qui renforce un petit peu ce côté original de cette scène où t'as ce dinosaure qui cherche Claire sans la voir, peut-être à l'odeur ou au bruit, et elle qui essaye de fuir tout doucement, et lui qui poursuit derrière. Ah, c'est malin, c'est bon en tension, j'adore. Cette scène-là, pour moi, est la plus réussie du film, c'est pour vous dire. Pourtant, il y a beaucoup de scènes d'action, de tension, etc. Mais celle-là, voilà. Si je dois retenir un truc de ce film, c'est ça. Alors, je parlais dans la partie non-spoil d'un petit côté réchauffé, et effectivement, on retrouve divers éléments tirés du premier Jurassic Park, comme la scène où il faut aller couper le courant, redémarrer le système, etc. Toujours avec Ellie Sattler, sauf que là, bon, ils sont deux, mais c'est pareil, c'est exactement la même idée, avec une menace qui est là, les criquets au lieu des raptors. Bon, c'est quand même plus classe un raptor qu'un criquet, on a la scène de la voiture avec le Giganotosaure. Alors, Giganotosaure, effectivement, le plus grand théropode qui existait. Alors lui, pour le coup, ils l'ont vraiment gardé pur reptile en mode dragon. Il y a 0 plume dessus. Ils ont fait à l'ancienne celui-là. Bon, ok. Parce que maintenant, même les grands théropodes comme le T-Rex, alors attention, on parle pas de plumes comme les pies, comme les oiseaux, des grandes plumes. Mais on suppose qu'il y a quand même que peut-être un petit duvet à certains endroits, ou des longues plumes, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des longues plumes fines qui ressemblent plus à des poils en fait. On suppose que le T-Rex avait peut-être à la limite ça, derrière la tête, enfin, comme un peu des cheveux, c'est pas des cheveux mais... un T-Rex avec des cheveux. Bon bref, je m'écarte des trucs. Donc cette scène de la voiture, bah oui, c'est une redite de l'attaque de la Jeep de Jurassic Park avec le T-Rex. Encore une fois, le final, ce final un peu pathétique, faut le dire, encore un affrontement à la Jurassic World,
T-Rex contre Giganotosaure, puis le Therizinosaure qui vient en renfort. Ça s'affronte, je suis le meilleur dominant, je vais te tuer. Et finalement, le T-Rex se fait battre. Mais non, il se relève, c'est lui le plus fort et il tue le gros méchant. Ouais, enfin, ça va, on a compris que le T-Rex c'était la star, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd quoi. Présenté comme ça, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Un peu pathétique. Hein. Et surtout, ce qui est encore pire, c'est cette dissonance entre l'intro du film et la conclusion. Là, vraiment, la conclusion, les dernières images du film, mais une dissonance absolue, alors que rien n'a été réglé entre les deux. Introduction. Oui, les dinosaures sont partout sur la planète, c'est une menace, il y a des attaques, c'est dangereux pour l'écosystème, on sait pas trop, nanana. Fin du film, on te montre des dinosaures qui vivent en harmonie avec les animaux, le mosasaure qui batifole avec des baleines, le Quetzalcoatlus gigantesque qui batifole avec des canards, les Parasaurolophus avec des chevaux. On te fait le parallèle à chaque fois des animaux qui, dans leur biotope, les mammifères, dinosaures, c'est le même biotope, alors ils vont vivre ensemble, tout va bien. Mais non les gars, mais biologiquement parlant, c'est impossible. Si vous avez une population de dinosaures qui s'introduit comme ça dans l'écosystème actuel, ça va causer des ravages absolus. Évidemment, quand tu as des niches écologiques qui sont à l'équilibre, occupées parfaitement par un certain nombre d'espèces qui sont toutes à l'équilibre dans la chaîne alimentaire, et t'introduis d'un coup des super herbivores, des super prédateurs, etc., forcément ça va tout déglinguer. Donc non, il n'y a pas de finale, tout est beau, tout est gentil, tout le monde, les dinosaures avec les mammifères, tout va bien. Bah non, je suis désolé, c'est pas crédible du tout comme fin. Encore, il serait contenté, c'était pas possible parce qu'il n'y avait rien de résolu dans le film, mais voilà, les dinosaures sont dans la réserve, c'est ce qu'ils disent aussi. Ceux qui sont là, ils sont dans leur vallée tranquille, ils sont en liberté, tout va bien, ok, pas de soucis, ils sont dans leur coin, d'accord. Mais tous ceux qui sont sur le marché noir, qui sont dans la nature, qui sont etc. Bah non, je suis désolé, ils vont flinguer la planète quoi. Donc t'as rien résolu du coup, mon gars. C'est pas une conclusion du tout. La conclusion, elle est bidon. Hein. Voilà. C'est dommage. Voilà, je vais terminer vite fait cette partie spoil par la mort du grand méchant, hein, Dennis Hudson. Hudson est là, Hudson est parmi nous. Qui meurt. Alors c'est un petit effet miroir par rapport effectivement au premier Jurassic Park, où son collègue d'alors, Dennis Nedry, il s'appelait Dennis aussi, non? Dennis Nedry. Ah oui, c'est Lewis Dodson. Lewis Dodson, pas Dennis. Dennis Nedry se fait buter par des dilophosaures dans le premier Jurassic Park. Et là, Dodson se fait buter par des dilophosaures également. Donc petit effet miroir sympathique. Alors le dilophosaure est le seul dinosaure de toute la saga qu'ils n'ont pas grossi mais qu'ils ont rétréci par rapport à la réalité. C'est assez unique. Ils ont décidé de le faire plus petit et de rajouter cette collerette. Mais évidemment, comme il l'avait fait dans le premier Jurassic Park, il fallait bien qu'il s'aligne et qu'il fasse la même chose dans celui-là. Mais ça fait plaisir de le revoir, il est cool avec son petit cri du cygne là. Tiré d'un cygne. Je sais qu'ils avaient fait le cri du dilophosaure à partir du cygne de quelques autres trucs. Voilà, j'arrête là pour la partie spoil. Si je dois donner ma petite note pour ce film, je suis obligé de pas lui donner une note extraordinaire. Hein. Je vais lui donner, sur mon échelle de Crickstick, je vais lui mettre un 1. Parce que c'est Jurassic Park, j'aime les dinosaures, voilà. C'est pas complètement mauvais à mon sens. Si vous voulez des critiques dégueulasses qui crachent sur le film, je vous en prie, internet est disponible, hein, vous avez autant de vidéos et d'avis dégueulasses qui crachent sur le film autant que vous voulez. Moi je suis pas là pour ça. Mais voilà, je vais lui mettre un 1, c'est-à-dire que c'est un moyen plus. Voilà, j'ai passé quelques bons moments, j'ai bien aimé voir les dinosaures, j'ai bien aimé un petit peu l'action. Mais en comparaison des autres Jurassic Park, il est très très en bas de mon échelle. C'est simple, si je dois faire un classement de tous mes Jurassic Park, je mets le premier tout en haut, indétrônable. Juste en dessous, je vais mettre Le Monde Perdu à égalité avec Jurassic World, que j'ai beaucoup aimé, en particulier pour sa magie au début qui m'a limite mis les larmes aux yeux, quoi. J'ai beaucoup aimé le premier Jurassic World.
En troisième cran, je vais peut-être mettre Fallen Kingdom. Ouais, je vais dire Fallen Kingdom, Dominion et Jurassic Park 3. Voilà, ce serait mon classement comme ça. Donc effectivement, Dominion est en fond de classement et je peux pas le mettre plus haut. C'est parce que c'est dommage pour une conclusion qu'on voulait épique, extraordinaire, qu'on entend parler depuis des années, même avant le relancement de la saga Jurassic World. On s'attendait à ce qu'il y ait une conclusion un jour, juste un Jurassic Park 4 en fait. On pensait à l'époque c'était Jurassic Park 4 Extinction, enfin on s'attendait à un nom dans ce genre là. Bref, conclusion ratée à mon sens, ça aurait pu être beaucoup mieux, beaucoup mieux, c'est dommage. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois, salut, ciao.